Le cercle RH, notre débat quotidien, on parle de l'électronisme. Vous êtes peut-être touchés, on l'est tous d'ailleurs plus ou moins en fonction de notre niveau d'accès au numérique. On est tous un peu électroniques. Alors on a tous notre téléphone devant le nez, ça c'est vrai, ce qui ne veut pas dire qu'on est forcément féru en électronique. C'est tout à fait différent de regarder Instagram et de savoir se débrouiller en informatique. C'est un frein à l'emploi, c'est un frein à l'insertion, et puis c'est aussi une galère de la vie quotidienne des Français qui ne peuvent pas prendre de billets de train, régler leurs impôts sur Internet et 1000 autres petites tracasseries qui posent d'énormes problèmes. 3 invités pour faire le point sur ce sujet. Mathieu Gianecchini, j'espère que je l'ai bien prononcé, Kini, directeur général adjoint chez Simplon, qui est une entreprise sociale solidaire qui forme au métier du numérique. C'est un organisme de formation. Organisme de formation qui formait notamment, entre autres, au métier du numérique. Jean Dédier est avec nous, vous êtes un entrepreneur les mains dans le cambouis, We Take Care, dont la vocation est d'ouvrir et d'accompagner aussi tous ceux qui sont en galère, dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est souvent un frein, même pour aller même répondre parfois à une offre d'emploi, pour commencer par le début. D'abord, on n'a pas Internet, on en parlera, il faut accéder à Internet, tout le monde ne l'a pas, puis ensuite il faut savoir évidemment naviguer sur la toile. Vie sociale, ça c'est des choses sur lesquelles vous avez travaillé, l'avenir du numérique dans le champ social et médico-social, et puis les exclus, la datacratie, ça c'était aussi un travail de réflexion collectif. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Martin Richer, président et fondateur de Richer. Absolument. Commençons par le début. Sinon, je ne vais pas apprécier. Apprécier, absolument. Donc, je ne suis pas électronique, je commets des erreurs de langage. Président fondateur de Management et RSE, et puis ce livre, La qualité de vie au travail, un levier de compétitivité. Tous les trois, une définition rapide de qu'est-ce que l'électronisme. On commence à partager le même diagnostic. Commençons par vous. L'électronisme, c'est savoir prendre en main l'outil numérique pour soit être dans une démarche d'inclusion sociale dans la vie de tous les jours, soit pour des démarches d'employabilité. Prendre en main l'outil numérique, c'est quoi? C'est prendre sa souris et de pouvoir aller sur Google, là, pour commencer simplement là. Ça va de prendre en main un terminal numérique, mais aussi des services numériques qui sont déployés au sein de ce terminal. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais justement, il y a plusieurs facettes dans l'électronisme. Il y a savoir vraiment prendre en main un terminal informatique, mais aussi savoir travailler à distance, collaborer avec d'autres personnes. C'est assez multifacette. Votre définition, Martin Richer? Un principe simple, c'est un manque, l'électronisme. Donc c'est le manque de compétences permettant de prendre en main et de maîtriser les outils numériques. Sur un spectre large. Sur un spectre large et sur les usages, centré sur les usages. C'est-à-dire qu'on a longtemps analysé la difficulté d'accès au numérique par des aspects hardware, par des aspects outils, matériels. On n'a pas l'ordi, on n'a pas l'ordinateur. Exactement, on n'a pas les moyens de s'acheter. Et aujourd'hui, on a bien compris que c'est la compétence qui compte d'abord et avant tout, et que c'est la compétence qui manque, on va dire. Et la deuxième chose importante, justement par une analogie avec l'illettrisme. L'illettrisme, c'est ne pas savoir lire, ce qui est différent de ne pas savoir déchiffrer. Vous pouvez très bien savoir déchiffrer une phrase, mais ne pas en comprendre le sens. L'électronisme, c'est pareil. Vous pouvez très bien être un jeune hyper agile et hyper compétent sur vos jeux, votre gaming et autres, et être incapable de faire votre profil sur LinkedIn. Donc c'est les usages qui comptent. Votre définition, vous qui croisez aussi ces usagers en galère? Ce serait une incapacité à vivre dans une société où le numérique est omniprésent. Voilà, ça consiste à s'informer, à parfois se former, mais tout simplement interagir aussi bien avec ses proches que dans sa vie professionnelle, puisque ce canal est le canal prioritaire de toutes nos interactions aujourd'hui. Alors, source INSEE, 14 millions de Français je mets sont, on est tenté de dire seraient, mais sont en difficulté numérique, soit par manque d'équipement, vous l'évoquiez, c'est le hardware, on n'a pas l'ordinateur, on est obligé d'aller ailleurs, soit par manque de connaissances. Côté Simplon, les gens que vous accueillez, c'est quoi? C'est des gens qui veulent se former au numérique, parce qu'on en reçoit des entreprises aujourd'hui qui nous vendent de la tech. Et on a l'impression que quand elles commencent vraiment à s'exprimer avec sincérité sur leur métier, objectivement, au bout de 2 minutes 30, même pas, au bout de 30 secondes, je suis perdu. C'est quand même un univers incroyable. Là, on parle du numérique de base, quand on évoque le numérique, où on va un peu plus loin. Parce que on peut aller plus loin. Il y a le codage, il y a l'idée qu'on forme au métier du numérique. C'est pas tout à fait pareil que de remplir sa feuille d'impôt
sur Internet. C'est pas pareil. Donc sur les différents cas d'usage que nous on peut rencontrer, il y a le fait que les médiateurs, c'est beaucoup une histoire de médiation aussi, la médiation numérique, mais ces médiateurs, il faut qu'ils puissent être formés déjà au numérique. Donc il y a comment on accompagne ceux qui aident à être formés au numérique. Dans l'idée qu'effectivement on puisse être beaucoup plus autonome dans ses démarches, dans des démarches de recherche d'emploi, mais aussi pour par exemple suivre des métiers qui se sont beaucoup numérisés, digitalisés. Il y a un exemple là qu'on adresse en ce moment sur tout ce qui est artisanat et artisanat numérique, Bien sûr. où des machines à commande numérique pour travailler le bois, c'est devenu omniprésent dans les ateliers. Donc ça devient un vrai frein aussi à l'emploi quand on est artisan et qu'on travaille Le type bois. qui avait son tour à bois pendant 20 ans, Voilà. là, il faut le former. Exactement. Donc ça, on adresse ça aussi. Et enfin, le troisième aspect, ça va être plutôt sur des salariés d'entreprise où on observe qu'il y a parfois des véritables ruptures au sein des entreprises où des personnes qui sont en situation d'électronisme ne peuvent pas déposer un congé ou un arrêt maladie sur l'intranet de l'entreprise, ce qui crée une véritable rupture dans la chaîne de communication dans l'entreprise entre les RH et les salariés. On les recense, Jean Dédier, ces personnes, parce que votre public, pour nous situer, vous touchez qui exactement dans votre structure We Take Care? Alors, on s'adresse à des gens qui, parfois, n'ont jamais touché un ordinateur. Voilà, donc on appelle les exclus du numérique. Puis il y a des gens qui ont quelques compétences, mais pas suffisantes pour aller chercher un emploi ou ne serait-ce interagir correctement avec ses proches parce qu'on a une personne âgée. Et puis il y a aussi beaucoup de proches, qui est probablement les gens qu'on avait sous-estimés. C'est-à-dire des gens qui ont un équipement, une connexion, et qui cependant butent sur des interactions digitales clés, parce qu'elles leur font peur. Et je pense notamment à ce rapport à sa banque. On peut signer des crédits en ligne, voilà, et on peut, on va dire, faire des virements, etc. Il y a un certain nombre de choses. Finalement, avant de taper Enter, on peut faire sa déclaration d'impôt. Et avant de taper Enter, on se pose des questions. Et ceux-là ont besoin d'être réassurés. Mais Martin Richer, sur le regard un peu sociologique entre les métiers qui changent, on doit se reformer en cours de route parce qu'on travaillait sur des gouges et puis tout d'un coup, ça se fait de manière électronique. De ceux qui, dans la vie quotidienne, ne peuvent pas postuler un emploi. Est-ce qu'on est en train de, excusez-moi, je vais faire un peu vieille école, mais d'en mourir de ce numérique? Parce qu'on l'entend un peu finalement comme une ancienne. On nous dit à la fois, c'est la marche de l'histoire, le numérique, vous n'avez pas le choix. Et puis au même moment, on voit qu'il y a 14 millions de personnes qui sont des exclus. On voit des gens qui globalement, on n'ose même pas mettre les mains sur le clavier. Enfin, je veux dire, ça nous fait un drôle de monde, ça, quand même. Hein. Mais on peut en mourir si on ne s'attaque pas au règlement de cette fameuse fracture numérique qui, effectivement, est dangereuse. Et il faut déjà commencer, c'est pour ça que ce que disait Mathieu tout à l'heure est important, il faut déjà commencer par déconstruire une représentation traditionnelle qui est l'électronisme, il n'est pas dans le travail. L'électronisme, c'est les retraités, les chômeurs, ou bien les marginaux, qui sont très très loin du travail. Mais aussi dans le travail. Voilà. Mais oui. Étude de la DARES, ministère du Travail, 5 millions de salariés sont concernés. Donc c'est pas juste les 17% de la population ou 14 millions de personnes dont vous parliez tout à l'heure. C'est aussi des salariés qui sont concernés et pas que des gens qui sont aux marges de l'entreprise. Je repose ma question. Est-ce que la rapidité avec laquelle se transforme le numérique, les logiciels, la manière dont on pense même les entreprises, n'est pas en train finalement encore plus de laisser des gens au bord de la route? C'est-à-dire que même en se formant et en réussissant à remplir sa feuille d'impôt pour être basique, ça va tellement vite. On voit des entreprises qui sont tellement disruptives, enfin je vous vois dire oui de la tête, qu'on même ceux qui maîtrisent décrochent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vois parfaitement bien. Et moi, j'ai une illustration que je trouve intéressante. C'est quand on déploie de l'innovation numérique dans une entreprise, un système d'information... De plus en plus, hein. Voilà, on ne met pas le système d'information en se disant on va voir ce qui se passe chez les salariés. Non. Et d'ailleurs, quand on regarde le financement des projets on va dire, de systèmes d'information, c'est en très grande majorité de la conduite du changement. Voilà, et c'est fait en amont. Voilà, le numérique dans la vie publique ou dans notre quotidien, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il déboule, et puis on se dit après, au fait, comment ça se passe ? Et on organise plus ou moins bien des sessions de rattrapage. Donc vous dites finalement l'entreprise, elle anticipe l'idée qu'en transformant, en faisant sa fameuse transformation numérique, il faut d'abord s'intéresser à ce que ça va transformer dans l'entreprise. Quelle valeur créer déjà ? Quelle valeur, mais pas vrai dans les services publics, enfin, ou à la SNCF, pour pas citer de nouveaux sites, vous avez vu. On ne peut pas acheter un Ouigo avec sans téléphone portable, par exemple. En tout cas, il y a un défaut d'anticipation, bien souvent. Donc ça veut dire qu'il y a un déficit côté, je dirais, pouvoir public, sur les effets que procure cette transformation numérique. Oui, on peut s'interroger des raisons du fait que certains services privés vont doucement dans leur dématérialisation, notamment dans la relation client, et puis d'autres, ils vont à fond les manettes,
et puis se disent au fait après comment je corrige le tir. Oui, d'ailleurs, la relation client, c'est intéressant parce que c'est une source de création d'emplois. On recherche beaucoup de collaborateurs dans la relation client. Et nous, quand on est simplement client, en fait, on a un chatbot et on se met à discuter. Enfin, excusez-moi, c'est quand même très perturbant. Ceux qui travaillent dans ces services sont très contents d'avoir un emploi, évidemment, et d'y répondre. Mais c'est pour une personne qui a 60 ans et qui n'a pas été aguerrie à ces sujets, globalement, un chatbot, c'est quand même très loin d'elle, non ? Et c'est pour ça qu'il y a aussi une responsabilité sociale des entreprises de lutter contre l'électronisme. Et c'est une lutte quotidienne. Donc là, on parle d'électronisme sur vraiment des personnes qui sont extrêmement éloignées du numérique, où ça crée une véritable rupture. Mais nous, ce qu'on observe aussi chez Simplon, c'est que ça se décale. Donc on parle aussi de plus en plus de littératie de la donnée, ou littératie autour de la cybersécurité. Littératie ? Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment savoir manipuler les éléments fondamentaux de la sécurité informatique ou de la donnée. Donc la sécurité informatique, c'est par exemple, on avait l'habitude de fermer son bureau le soir en partant à clé. Ouais. Et bien maintenant, c'est la même chose avec sa boîte mail, avec un mot de passe robuste. Et l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, émet des référentiels de bonnes pratiques pour dire mais ça passe par là, la première réponse. Et on voit que ça devient un enjeu d'employabilité aussi. En fait, on voit bien qu'il y a une graduation entre les grands exclus qui, effectivement, n'ont parfois pas d'ordinateur ou ne savent pas aller sur Internet. Là, on est sur le niveau un peu supérieur de ceux qui sont des pratiquants du numérique quotidiennement, mais qui, globalement, laissent les portes ouvertes de la voiture, laissent les clés sur le tableau de bord. Parce que c'est un peu ça dont vous parlez en termes d'image. Le spectre est très grand, quand même, entre ceux qui sont très exclus et de ceux qui n'ont pas les bonnes pratiques, ça fait du monde. Hein. Oui, et globalement, l'une des raisons pour lesquelles il y a ce gouffre, cette fracture, c'est bien sûr parce que ça va vite, d'un côté, mais de l'autre côté, c'est aussi parce que les entreprises le sous-estiment et le traitent relativement peu. Encore récemment, moi j'ai vu un DRH qui a dit l'électronisme, pas chez moi. Et puis en étudiant les choses, on s'est aperçu que si, bien sûr. Donc il était persuadé qu'il y avait personne. Il était persuadé que personne n'était concerné. D'où cette importance d'identifier et ensuite de trouver les moyens pour donner à chacun au moins un socle de compétences numériques de base. Sur le recrutement, ça c'est intéressant aussi parce qu'on le voit évidemment, les job boards, c'est le mot utilisé, c'est des sites internet, on va sur des sites, on a son iPhone, enfin pour les gens les plus connectés, mais il y a quand même 57% des offres d'emploi inaccessibles aux débutants sans compétences numériques. Donc ça veut dire que là aussi, vu la pénurie d'emplois, parfois des emplois peu qualifiés, c'est un peu compliqué de pouvoir recruter si ces personnes n'y accèdent pas. On fait quelle proposition vous faites ? Vous allez voir les entreprises, vous leur dites affichez, on n'affiche plus aujourd'hui, tout est sur Internet. Comment on fait là pour accéder à un job ? Là, c'est vraiment pour moi une réflexion de RH. Et donc, on va parler de cycle de vie et du salarié dans l'entreprise. Donc, en amont, effectivement, c'est de la RSE, donc de la responsabilité sociale. On se dit comment est-ce que je peux contribuer à des programmes qui fassent que les jeunes gèrent bien leur boîte mail, aient les bonnes postures de l'emploi et effectivement sachent gérer en ligne telle ou telle interaction, mais aussi des gens plus âgés qui ont besoin d'approfondir leurs compétences numériques de base. Et puis après, il y a dans le quotidien, effectivement, de mon entreprise, comment je m'assure que mes systèmes d'information ne vont pas perturber trop, on va dire, les capacités et mes systèmes d'information, et pas que les miens. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de délégataires, moi je pense notamment aux assurances, etc., qui sont portés par des systèmes tiers qui peuvent être dématérialisés. Et donc là, il faut même anticiper, on va dire, comment ces systèmes tiers qui sont de plus en plus de plateformes soient bien utilisés par mes salariés. Et puis il y a une troisième dimension. Ouais, et les usagers, parce que ça ressemble à un enfer parfois. Hein. Et la troisième dimension, c'est à la retraite. C'est préparer aussi mes salariés à une vie longue, dans lequel le numérique va devenir un enjeu permanent de leur quotidien. Et avec le télétravail pour les salariés, les nouvelles connexions, des postes qu'on a installés dans la maison, et aussi pour les retraités qui, pour garder le lien avec leur famille, n'avaient qu'une seule issue possible, c'était parfois la visio, qui était un choc terrible pour certaines personnes qui se sont dit mais comment je connecte, comment je fais une visio. Enfin, il y avait un petit côté extrêmement angoissant. Il y a un autre chiffre que j'aimerais qu'on commente, parce que c'est vrai que c'est dur d'accéder à l'emploi quand on n'a pas ni le niveau, ni l'appareil, mais il y a 29,2% des 15-29 ans, alors là je suis tombé un peu de haut, victimes de la précarité numérique. Alors là, on ne parle pas d'électronisme et de précarité numérique. Vous y voyez une différence ou c'est la même chose, la précarité électronique et l'électronisme ? Sur la précarité électronique, on va revenir, à mon avis, à la notion d'usage.
C'est ça qui est important. Savoir utiliser un smartphone et une interface sur un smartphone, c'est pas du tout la même chose que de savoir utiliser un ordinateur avec des services numériques, un site web. Donc eux, ils savent se servir de leur smartphone. Donc pour moi, c'est ça la différence qu'on va avoir, c'est que cette précarité numérique-là va être en rupture sur les usages qui vont permettre de trouver un emploi, de collaborer en entreprise et de s'insérer dans la vie quotidienne, dans les démarches quotidiennes. Les jeunes, les jeunes. Alors, sur la Parce précarité qu'on a l'impression numérique, qu'ils sont archi connectés. non, mais sur la précarité numérique, première chose, c'est la précarité budgétaire. On est En fait, d'accord. les quelques dizaines d'euros qu'il faut tous les mois pour avoir un smartphone, Dernier cri. dernier Parfois. cri, le bon niveau de connexion. Combien de fois on voit des jeunes en précarité qui ont un super smartphone, en fait, qui achètent des cartes prépayées, qui ont 4 unités alors quand on cherche du boulot, on consomme de la data. Ouais, ça stream, Voilà, parfois, donc ils streament beaucoup. Voilà, donc déjà, la précarité numérique. Et puis après, il y a une précarité, il y a une différence d'usage. C'est-à-dire qu'on va les voir sur les réseaux sociaux de manière très intense, et donc ça devient leur interface de communication, alors que dans la vie professionnelle, ou même dans beaucoup d'interactions, c'est le mail. Et donc la gestion du mail est catastrophique. Et puis après, il y a une dernière dimension, c'est que derrière ces usages, en fait, il y a une compétence finalement de presque civique, c'est-à-dire comprendre le monde dans lequel je suis, qu'est-ce que c'est qu'une administration, etc. Et avant, on allait dans un guichet, donc on pouvait se faire expliquer. Aujourd'hui, on est livré à une interface machine, et c'est pas la même chose. Mais d'ailleurs, je me tourne vers vous parce que vous avez aussi un regard un peu global sur l'entreprise, la RSE. Certains évoquaient l'idée qu'on puisse aussi proposer du présentiel, parce que ça a été vrai, je cite la SNCF, mais il y a d'autres entreprises qui ont dit mais nous on retire tous nos guichets. C'est le cas d'Air France par exemple, il n'y a plus de guichets, on ne peut plus acheter ses tickets avec un salarié d'Air France, mais sur Internet, ce qui est une galère sans nom. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi proposer une possibilité de présentiel, c'est-à-dire un salarié dans un guichet pour accueillir ces électroniques ou ces gens qui sont un peu en galère numérique, non ? Figurez-vous que ça existe. Ça existe. Ah oui, pas partout. Hein, pas partout, bien sûr. Non. Ça existe au niveau de l'État. Hein, la démarche autour des maisons France Service, Oui. c'est exactement ça, de regrouper les services publics de base et de pouvoir donner un accès au numérique. Il y a des gens comme La Poste qui font ça très bien, Oui. qui identifient dans les files d'attente, dans les bureaux de poste, les gens qui ont du mal avec les automates, et ils ont quelqu'un qui va venir les aider, prendre en main, C'est etc. vrai. Donc il y a des choses qui existent et qui sont très positives. Mais le point difficile, c'est que le point commun entre la précarité ou bien l'électronisme, le point commun, c'est qu'il y a quelque part un peu de honte là-dedans. Ben oui, c'est comme difficile l'illettrisme. à admettre. Ben oui. Et vous ne pouvez pas non plus, dans votre entreprise, balancer un questionnaire en disant aux gens, dites-nous si vous êtes victime d'électronisme. Sur la base de l'anonymat, peut-être, ça peut être intéressant. Même, ça ne marche pas très bien. Donc il faut s'appuyer sur le management de proximité. D'abord, il faut les former pour qu'ils comprennent bien l'impact que ça a, qu'ils comprennent bien que les salariés, ils sont salariés, mais ils sont aussi parents. Et donc ça va leur permettre de lutter contre l'échec scolaire, contre le décrochage scolaire. On l'a vu dans le confinement, les familles où les parents étaient absolument anumériques, ça a créé des catastrophes vis-à-vis des enfants qui étaient l'école connectée. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut faire, et c'est donc une démarche sociale. Mais vous êtes qui tous les prend du trois dans la formation, dans l'accompagnement, convaincus que de toute façon, on n'y coupe pas. On n'y coupe pas. On est d'accord, non, mais il faut quand même qu'on se le dise une bonne fois pour toutes sur ce plateau. C'est-à-dire qu'on ne reviendra pas en arrière. On n'aura plus les fiches Bristol avec le guichetier qui prend votre nom à la main. Non, mais on est d'accord. On n'y coupe pas et il ne faut pas le sous-estimer parce qu'effectivement, ça accélère les ruptures et ça accélère les inégalités. Donc c'est ça qui est extrêmement important et je pense que ça a été suffisamment dit, mais c'est vraiment à toutes les échelles, c'est-à-dire pour des demandeurs d'emploi, pour des jeunes en situation de précarité électronique ou pour des salariés d'entreprise aussi. Donc, pareil, Oui, vous en fait, accompagnez un phénomène qui est un peu la marche de l'histoire, quoi. Oui, mais d'ailleurs, les choses ont changé, le langage a changé, c'est-à-dire qu'on parle plus de tout numérique. Et on voit des plateformes très impliquées sur des sujets d'inclusion numérique. Si on regarde Doctolib là, pendant la crise, Exact. ils ont été obligés de mettre en place des programmes pour faciliter l'accès à leurs services. Donc cette notion du tout digital, elle est en train d'être mise de côté. On voit même les grands GAFAM aujourd'hui essayer de redévelopper des tiers-lieux dans lesquels ils font de la formation ou de la relation client. Et puis il y a une deuxième chose aussi qu'on n'a pas évoquée, qui est pour moi le challenge pour les directions marketing et digital. C'est-à-dire que le digital, c'est quoi ? C'est une interface, un message pour tout le monde. Et cette interface unique, ce message unique, en fait, il faudrait presque créer une surcouche particulière, facilitatrice, plus simple, avec du pas, des tutos, etc. Et le problème, c'est que les gens n'ont pas l'information, ne vont pas déjà sur ces sites. Et donc, en gros, c'est comment, quelque part, je crée ou je développe
cette intelligence dans la relation client avec des clients qui ne sont pas Oui, c'est vrai. mainstream, comme Mais on dit. pour se mettre un peu au milieu entre l'usager et l'entreprise, qui n'a pas toujours le temps Est-ce qu'il ne faut pas un service public, je dirais d'État, là, encore une fois, je fais un peu vieille France, mais qui prenne en main les retraités, mais qui prennent en main aussi les quarantenaires, et qui, par session de formation, puissent leur donner les bases. Enfin, c'est ça qui manque finalement. Les gens sont un peu démunis et seuls, quoi. Oui, mais effectivement, il y a eu un plan mené par Édouard Philippe à l'époque pour lutter contre l'électronisme. Il y a des initiatives. Aujourd'hui, ce qui manque le plus en France, je trouve, notamment quand on fait des comparaisons européennes, c'est l'implication des entreprises. C'est pour ça que je n'arrête pas de leur dire que c'est un levier RSE, c'est un levier RH, qu'il faut qu'ils l'intègrent. Et vous me dites qu'elles ont peur de poser la question aux salariés. Elles ont peur de poser la question. Elles ont des raisons pour ça. Mais vous voyez, par exemple, c'est intéressant de voir que en Europe, la Commission européenne nous dit 90% des emplois dans l'Union européenne nécessitent des compétences numériques de base. Clairement. Et 39% des actifs en France ne disposent pas de ce socle. C'est 2 fois plus qu'en Danemark, c'est 2 fois plus qu'en Hollande. Alors, donc il y a des pays qui ont réussi mieux. Et ceux qui ont réussi mieux, c'est ceux qui ont réussi à mettre dans le jeu les entreprises. Et c'est ce qui manque. Aujourd'hui en France, on ne peut pas tout attendre de l'État. Et en l'occurrence, aller chercher les gens qui sont victimes de l'électronisme, au moins pour les 5 millions qui sont des salariés, ça doit être le job des entreprises, elles doivent s'en saisir. Mathieu Giannichini, vos étudiants, ceux qui poussent la porte des formations, parce qu'il n'y a pas que des étudiants, il y a aussi des personnes en insertion que vous accompagnez, de leur plein gré, elles viennent. Pourquoi elles choisissent les filières numériques? Parce qu'elles se disent qu'il y a du débouché, il y a de l'emploi, parce que c'est une filière qui est porteuse. C'est ça, en fait, c'est vraiment que c'est... Enfin, c'est le pari de Simplon, et c'est pour ça que les gens viennent aussi vers Simplon, c'est de faire du numérique un levier d'inclusion, parce qu'on est sur des métiers en tension. Donc après, on part de plus ou moins loin en fonction des profils et des parcours de formation. Mais l'idée, c'est de pouvoir accompagner vers l'emploi via l'attention du numérique. Et donc, ça nécessite que les gens viennent chez nous, mais parfois qu'on aille aussi à leur rencontre. Et donc, ça peut être d'aller vraiment de manière nomade à la rencontre, presque avec la notion de maraude numérique, comme on pourrait avoir des maraudes pour venir à la rencontre des personnes sans domicile. C'est quoi une maraude numérique? Comment on fait? C'est d'aller rencontrer des personnes qui ne sont pas sur les tablettes de Pôle emploi, qui sont éloignées de tous les systèmes et qui peuvent être totalement débrouillards et amenés vers des formations. Et si on casse un peu les codes, les remettre dans l'emploi sur des métiers du numérique. Bah oui. Mais il faut pouvoir aller au contact. Mais vous allez physiquement au contact, parce que s'ils n'ont pas de lien numérique, c'est physiquement qu'il faut leur parler. Physiquement, soit avec des liens qui sont un petit peu plus, certes numériques, mais un peu plus cachés, autour des environnements de jeu, des environnements un peu plus à l'extérieur du quotidien des entreprises et du marché de l'emploi et des radars de Pôle emploi. Et là, vous les faites revenir. Et on essaie de les faire revenir. Donc c'est vraiment multifacette pour arriver à aller capter ces personnes-là. Vous aussi, à oui. travers votre structure, la maraude numérique. Non, mais on peut avoir un discours un peu raide sur un numérique qui est émergent et sur lequel on est globalement dépassé, mais le numérique rend déjà des services incroyables. Oui, c'est vrai. Nous, on a un projet qui s'appelle le Déclic, qui s'adresse à des jeunes, ce qu'on appelle les NEET, ou en tout cas des jeunes perdus dans leur insertion professionnelle. Ces jeunes, en fait, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ne rentrent plus jamais dans un service social. En fait, on a développé un outil qui est en fait la communication sur TikTok, sur les autres dans lequel ils sont, avec des petites vidéos, avec leur code à eux. Et en un clic, on est capable de les reconnecter avec des gens qui sont chez moi au bureau et qui vont commencer à les aider et quelque part les remettre en lien avec... Comme les sans-abri et les SDF, parce qu'il faut quand même préciser, on ne l'a pas du tout dit, mais je pense que vous allez le confirmer, que la plupart, leur seul lien avec le monde, c'est leur téléphone. Bien sûr. Et leur connexion Internet. On ne le dit jamais assez, mais ils ont un téléphone portable. La dernière adresse. Et exactement. C'est le dernier élément dans lequel ils stockent des photos et un peu de leur vie. On ne le dit pas. Ça, c'est important. Donc, eux, ils ne sont pas électroniques. Ils en ont impérativement besoin. Vous confirmez? C'est ça, mais en fait, dans le fond, il y a trop de gens qui sont totalement coupés numériques, mais il y a surtout beaucoup de gens pour lesquels il faut développer des compétences ou une autonomie. Donc on voit qu'il y a une graduation entre ceux qui vont aller vers un métier du numérique et puis ceux qui sont très 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 éloignés pour toutes les raisons qu'on évoquait, que ce soit l'ordinateur ou tout simplement l'accès à une connexion, parce qu'il y a aussi le débat des zones blanches, des zones grises, dans certains territoires ruraux, puisqu'on parle que des grandes villes, et de l'outre-mer où effectivement on peut avoir le meilleur ordinateur et le plus beau téléphone.
Zone blanche, il n'y a aucun réseau qui passe. C'est vrai en Outre-mer, c'est vrai en France. Il y a encore des territoires où il n'y a pas du tout de haut débit. Merci à vous. Merci à Mathieu Guianet-Kini, directeur général adjoint chez Simplon, qui est une école de formation, un centre de formation où vous utilisez le numérique justement comme levier d'inclusion. Merci à Martin Richer d'être venu nous rendre visite. Et merci à Jean Dédier, fondateur de l'association, je ne l'avais pas précisé, Emmaüs Connect et We Take Care. Merci à vous trois. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi. On parle de l'innovation dans le recrutement. C'est tout de suite.